Hello à tous, nous sommes donc en direct pour une nouvelle émission sur Silex. Je suis accompagné d'Alexandre, voilà, que vous connaissez maintenant de longue date. Salut Alexandre. Salut, ça va? Ça va toujours bien. Et voici l'intitulé. Et on est pile à l'heure. C'est impeccable. Génial. Est-ce qu'on est aussi sur LinkedIn et tout? Normalement, il y a le petit icône là-haut, je n'ai pas été voir. Tu peux peut-être vérifier en effet. Bon, on va croire l'icône, Déjà t'embête pas. Voilà, là il y a déjà du monde sur le live sur Twitch, donc voilà, c'est cool, on peut commencer direct. Tout le monde est à l'heure, parce qu'ils sont tous à la No Code Week, je pense. Eh oui, c'est ça, c'est la fameuse semaine chargée. Là. Il y a plein d'événements. C'est ça. Ça, c'est exactement. Cool. D'ailleurs, on s'était demandé si. Oui, on voulait inviter quelqu'un. C'était Claire, je crois. C'était Claire, vous avez dit mais que c'était chargé. Et du coup, on va faire une émission là, mais un peu légère, en fait. Sans invité. Ouais, voilà. Alors, il y a Léa qui est là, qui est la nouvelle stagiaire qui bosse sur Silex. Bienvenue, Léa. Ah, ok. Et oui, j'ai fait la petite annonce ce matin. Et voilà, Xavier, ok, salut Xavier. C'est cool. Toujours des gens qui reviennent, c'est cool ça. N'hésitez pas à dire bonjour sur le chat. Alors aujourd'hui, ouais, ça va être une émission. Je sais pas si ça va être si léger que ça, Brice. On va voir. Mais en gros, ce qu'on va montrer, c'est comment on automatise un peu avec N8N, GitLab, NoCoDB et Silex, et comment on fait en sorte de montrer des données dynamiques qui viennent un peu à droite à gauche, de faire des listes de ce qu'on veut, un peu poussé, quoi. Et voilà. Mais je peux peut-être commencer par des news de Silex, comme d'habitude. Oui, carrément. Moi, je suis pour. C'était quand on est en mai, tu vois, donc voilà. Tu veux partager? Peut-être, je te partage ton écran, peut-être. Allez, vas-y. Et voir la. Alors, il faut pour ça que je supprime un truc, que je rajoute autre chose. Nous y voilà. Donc, il y a eu la semaine dernière, enfin le mois dernier, il y a eu un podcast qui est sorti dont j'ai été le héros et où j'ai raconté toute l'histoire de Silex. Donc, on va peut-être vous le mettre là. Enfin, je vais vous mettre un lien vers les news, comme ça, si vous voulez les liens, vous irez les choper directement là-bas. Je vous mets ça dans le chat. Voilà. C'est vrai que c'était un peu un podcast dont vous êtes le héros. Dont je suis le héros, dont vous êtes le héros, dont Silex est le héros, c'est vrai. Ouais. Je t'ai mis le lien dans le chat, Brice, si tu peux nous le transmettre sur, je sais pas comment. Alors attends. Parce que moi, je n'ai pas accès parce que toi, tu n'as toujours pas accès au truc là, c'est bizarre. Non, j'aurais dû me loguer. Bref, donc il y avait un petit podcast là qui est là, qui est sur le podcast Projet Libre, qui est cool d'ailleurs. Il y a vraiment plein d'interviews hyper intéressantes sur des gens qui font des tonnes de trucs dans le logiciel libre. Donc c'est pas forcément ce qu'on imagine en parlant d'open source, parce que souvent l'open source, en fait c'est plus large que le libre. Hein, donc il y a de l'open core, il y a des trucs qui se glissent là-dedans qui sont même pas tout à fait open source d'ailleurs. Mais bon, donc projet libre, c'est vraiment sur les gens qui font du libre. Voilà, toute leur vie c'est du libre. Donc il y a eu des Français principalement, mais pas que, et des Français, par exemple, il y a eu le gars qui fait Piwik, qui est une alternative à Google Analytics, qui s'appelle maintenant, je sais plus comment d'ailleurs, ça a changé de nom, et aussi le gars qui a fait AW Stat, enfin des tonnes d'outils, des trucs de compta. Voilà. Donc allez voir ce podcast, il est vraiment cool. Il y a plein d'épisodes super, c'est Walid qui fait ça. Et oui, c'est Walid, exactement. Et donc voilà. Alors il y a eu une présentation le mois dernier. Donc la dernière émission, c'était une présentation de ce que c'est que l'Advanced Selector Manager. Donc on va re-regarder parce que cette fois il est en test sur canary.silex.me, donc sur la version sur
le Silex de test pour les bêta-testeurs. Donc, on va aller regarder un peu maintenant comment c'est une fois qu'il est dans Silex. On l'a vu en cours de développement le mois dernier. Et voilà. On a été, Bearstech nous a fait un petit crédit, là, c'était cool. Et puis, oui, alors donc on va prendre un freelance là pour faire un dev sur Silex avec l'argent des sponsors. Un truc qui est la plus demandée, la feature la plus demandée, c'est Silex Desktop, c'est-à-dire qu'on puisse bosser en local, offline ou que ça se mette à jour online avec le cloud de GitLab là. Et puis, il y aura plein de features vraiment cool pour aller bosser beaucoup plus vite et faire des sites statiques avec les données dynamiques d'un CMS, n'importe quel CMS. Voilà. Moi, j'ai créé une communauté Lemi. Alors, je sais pas si vous connaissez Lemi. Alors, donc, là, le truc que je montre, c'est Mastodon. Une idée de budget. Alors, oui. Alors, on me demande dans l'oreillette. Ah, c'est Virtual Code. Virtual Code, tu as toujours des super questions, j'adore. Exactement. Il y a un budget et il est ouvert. Et ça, c'est magique. Parce qu'on n'est pas une boîte et que c'est pas notre argent. C'est l'argent des sponsors. Alors, sur Open Collective, il y a effectivement un budget Enfin, il y a un maximum du budget qu'on peut dépenser, qui est l'argent qu'on a. Et qui est là-dedans quelque part. Combien on a d'argent? C'est écrit. Là, il y a des choses. Ah, voilà. On a 6 000 $. Voilà, on a 6 000 $. Bon, ça ne veut pas dire qu'on doit les dépenser tout d'un coup, mais on peut. Alors donc, on est plusieurs à prendre les décisions. Il y a surtout Olivier et moi qui sommes les deux gros contributeurs de code. Je sais qu'il dirait qu'il n'est pas un gros contributeur de code, mais pourtant il l'est. Et voilà, on est les deux qui contribuent. Donc, on est les deux qui vont prendre la décision. Comment on fait pour répartir cet argent, trouver un freelance qui fait le job. Ça répond à ta question, je pense. Et puis, vous proposez d'intégrer d'intégrer d'éléments venant de chacun. ShaDCN UI. Ça, je connais pas. En fait, on peut intégrer dans Silex tout ce qui est avec une API GraphQL. ShaDCN. Il faut que j'aille tester. Alors, c'est open source ou pas? Moi, j'aime quand c'est open source parce que je peux l'héberger chez moi. Tu dis quoi, Brice? C'est parce qu'on avait déjà regardé un peu toute la dernière fois, non? C'est pas des blocs. Ah oui, voilà. C'est des ressources ou des trucs dans lesquels on pourrait piocher une sorte de bibliothèque. Ah, mais oui. D'accord. Alors, si c'est ça, effectivement, la dernière fois déjà, on avait regardé. Ouais. Ça, pour l'instant, c'est pas encore. Il faut voter. Il faut aller voter sur la roadmap. Et comme ça, parce que ça, c'est en fait, ce serait la feature qu'on a. À l'origine, c'était intégration de. Enfin bref, il y a une feature request pour des trucs comme ça. Et il faut aller voter parce que quand ça atteint 10, on paye un freelance pour le faire, ou on le fait nous-mêmes, ou on se débrouille, ou voilà, ou on demandera à Léa gentiment là, qui est là dans le chat, si tu nous entends, Léa. Et du coup, on sait le montant, par exemple, à peu près un ordre d'idée pour le desktop. Parce que là, il y a eu 10 sur cette fonctionnalité, mais du coup, c'est pas la part de. Donc on a 6 000 $, mais je pense pas honnêtement que ça. Enfin voilà, après il faudra voir avec le freelance qui fait ça. En fait, dans l'idéal, on trouverait quelqu'un qui soit freelance, donc qui puisse bootstrapper le projet, mais qui soit aussi quelqu'un qui a envie de maintenir le projet un peu dans le temps, ou au moins de contribuer régulièrement sur ce truc-là, qui se l'approprie, quoi. Parce que bon, ça reste du logiciel libre. On espère quand même trouver quelqu'un de passionné, quoi. Et qui voilà. Donc on est ouvert à tout, également pour s'en servir pour lui, et du coup ça sert pour les autres. C'est ça. Ce serait l'idéal. En fait, quelqu'un comme nous, tu vois, mais quand tu es freelance, que tu as envie de te faire connaître un petit peu, que tu as envie de maintenir un truc cool, voilà, Silex Desktop, c'est bien, mais tu n'as pas forcément 10 jours à y passer tout de suite. Donc là, avec ce budget-là, on peut bootstrapper le projet, la personne peut y passer 10 jours rémunérés, et puis après, elle maintient le truc, merge les pull requests, fixe un peu les petits bugs qu'il peut y avoir. Voilà, c'est un peu le deal, quoi. Je crois. Okay. Voilà. Donc en fait, ça, ce serait pour faire Silex Desktop. Voilà. Donc c'est une app de bureau hyper légère, pas en électron.
avec d'autres technos plus légères. Et voilà. Là, donc, j'ai créé une communauté Lemi, si vous voulez, pour faire une sorte de forum. En fait, c'est toi, Brice, qui m'avait dit que c'était quand même top, cette communauté qui était, je sais plus comment ça s'appelait, un truc qui ressemble. Bah, ça, c'est une alternative à ce truc qui ressemble. C'est-à-dire, c'est un truc comme Mastodon, qui est distribué, qui est libre, et il n'y a pas d'entreprise derrière. Et Virtual Code. Alors, ah oui, alors attendez. Donc voilà, pour finir là-dessus, du coup, j'ai créé une petite communauté. Si vous voulez aller voir, c'est sympa. C'est comme un forum, mais en distribué comme Mastodon, quoi. Pour revenir vite fait à Silex Desktop, oui, là, le but, c'est pas du tout de refaire tout Silex, hein. Le but, c'est de prendre l'existant, qui est donc un front et un back en TypeScript, JavaScript, et d'en faire une app desktop avec un truc comme Neutralino.js, par exemple, qui est assez génial, et qui permet de faire des apps de bureau avec justement, qui inclut en fait Node.js, qui va faire tourner de manière transparente un front et un back, et qui va s'intégrer vraiment au desktop pour qu'on puisse avoir une vraie impression d'app. C'est la même technique qu'utilise par exemple VS Code, donc mais qui est fait avec Electron, et du coup VS Code est hyper lourd. Alors que maintenant, depuis quelques temps, il y a des nouveaux trucs qui arrivent et qui ne sont pas comme VS Code avec tout un navigateur à l'intérieur qui est Chromium, mais qui utilisent en fait le navigateur de l'OS, quoi, pour faire ça. Alors Tori, c'est pas mal, ça sert exactement à faire ça, mais c'est du Go derrière. Donc il faut vraiment, faut être sûr. Mais la personne qui le fera pourra donner son avis. Voilà, hein. Mais Virtual Code, si t'es chaud, il faut qu'on en parle, hein. Il faut qu'on en parle, hein. Moi, ça me plairait bien. Voilà. Et Tori, ouais, ça doit être. En tout cas, il y a des performances de ouf, quoi. Voilà, alors je veux pas trop insister. Il y a donc un nouveau programme. Tu peux t'inscrire et donner 5 minutes de ton temps par mois, par exemple pour Silex. En fait, moi, ça me permet d'avoir des gens à qui je peux demander est-ce que tu peux tester ça, est-ce que tu peux poster ça, est-ce que tu peux relire ça. J'ai plein de trucs que je fais où je suis jamais trop sûr de ce que je fais. Et du coup, j'ai créé un truc où tu peux t'inscrire et puis moi, je sais qui est dispo, avec quelles skills, avec quelles connaissances et quelles envies, et puis combien de temps par mois, et puis du coup je peux me servir de vous à vous demander des trucs, quoi. Voilà. C'est une idée comme ça. Il y a déjà quelques personnes qui sont inscrites, donc c'est assez cool. Et voilà, donc là j'ai fait un thread moi sur qu'est-ce que c'est l'open core, pourquoi c'est dangereux. Donc ça, Virtual Code, je sais que tu avais posé des questions là-dessus et je suis chaud pour que tu me dises ce que tu en penses. Le vibe coder sont donc exclus. Eh ben non. Pour Silex Desktop, personne n'est exclu, hein. On prend tous les. Voilà, on pourrait avoir un lien pour s'inscrire. Eh ben ouais, il faut que tu ailles voir pour t'inscrire là à ce truc-là. Il faut que tu ailles voir là sur le fostodon.org/silex, et tu vas avoir ça dans le fil. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait plein de petits posts. Il y a une nouvelle doc en français avec. En fait, j'ai traduit la doc un peu comme j'ai pu. D'ailleurs, c'est un wiki, donc vous pouvez éditer et changer des trucs si c'est pas bien traduit. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein de sujets, en particulier WordPress, comment on branche Silex à WordPress, un petit tuto. Et puis on accueille, voilà, Léa qui est là parmi nous et qui est donc dans le chat. Et donc n'hésitez pas, ce que ça dit, c'est voilà, qu'elle va bosser. Donc elle est à fond sur l'éco-conception, ce qui est vraiment bien pour nous. On est aussi à fond sur l'éco-conception, puisque Silex, tu peux l'héberger, et puis tu peux l'héberger sur des hébergements avec de l'énergie renouvelable, mais comme tous les trucs self-hostés, quoi. Mais surtout, tu peux faire des sites qui sont hyper légers et qui ne vont pas consommer comme WordPress, quoi. Voilà. Donc on peut brancher Silex à WordPress à Silex, mais à la fin, ça donne un site statique qui, lui, quand les gens l'interrogent, est hyper léger en termes d'impact carbone, tout ça. Et donc voilà, il y a ça, et puis même, elle est développeuse, donc du coup, elle va nous aider sur des feature requests qui sont pas encore tout à fait décidés, je crois. Voilà. Ok.
Ok, et puis là, ça c'est l'annonce d'aujourd'hui, et voilà, on arrive au bout du truc. Il y a des gens voilà, il y a des discussions intéressantes sur l'open source, le logiciel libre, le modèle, comment est-ce qu'on peut y passer du temps, voilà. Et ben voilà, Brice, je te rends l'antenne. Ah oui, tu voulais mon avis sur quoi? Ah, tu Alors, fais une les mise en questions. prod, d'accord. Ouais. Donc Virtual Code qui nous demande, moi je voulais ton avis sur quoi déjà? Ah, avis sur. C'était... Ah bah s'il était chaud pour voir pour le desktop, c'est ça? Ouais, voilà, même pour le desktop, si tu veux, on en parle, quoi. Voilà, surtout. Ouais. Ou Voilà. pour donner un tout petit peu de temps, si les gens sont intéressés, donc ils s'inscrivent et s'ils veulent tester des tout petits trucs, Ouais. avec grand plaisir, ouais. Je sais pas, c'était peut-être plus à toi de nous montrer Ah oui, la ce qu'on va suite. faire. Ouais. Voilà. Alors en fait, ce truc de news là, justement, on va repartir de là. Et ce qu'on veut, c'est intégrer, enfin ce que j'ai fait là, c'est d'intégrer ce truc de news euh, dans le site Silex. Donc le site Silex, il est là. Mais je ne vais pas vous montrer la version du site Silex officiel, je vais vous montrer la version que moi, je suis en train de bosser dessus. Alors, on va repartir de zéro. Alors, donc on va intégrer oh là là, j'ai du mal. On va intégrer ce fil de news là qu'on est en train de regarder dans le site officiel Silex. Sachant que en fait, tout ce qu'on a à partir de ce truc Mastodon, c'est un flux RSS parce que je ne veux pas utiliser l'API, enfin bon, pour plein de raisons. Donc on va se servir du flux RSS. Ici, là, quand on fait silex.rss, on a un flux RSS qui nous vient. Bon, ça y est, là, je l'ai téléchargé. Voilà. Et c'est les 10 derniers ou les 20 derniers posts du Mastodon. Et ça, on va vouloir le foutre sur le site Silex qui ressemble à ça. Voilà. Donc on va le mettre ici, quelque part. Ce site Silex, il est hébergé sur GitLab Page. Et il est branché avec un back-office qui s'appelle Squidex. Il y a des Ouais. questions, Alexandre, avant, je suis désolé, je te coupe, Ouais. mais il y a plusieurs questions. Ah oui, Tu vas faire un Virtual poll Code, sur ouais, le. c'est mal. Enfin, moi je suis sur Vim en général, mais... Ouais. Ah non, Virtual Code quoi? Ah non, pardon, Virtual Code, j'ai lu VS Code, je sais pas, j'ai bugué. Ouais. Ah ouais, le vendredi, il fait une map. C'est vrai que j'avais pas réalisé qu'on était vendredi. Pour moi, il est 20h30 en plus. Donc, ok, bon courage. Hein. Et sur le flux RSS, donc ce qu'on va faire, on va voir. En fait, je vais vous montrer, on va utiliser N8N pour récupérer ça. Et effectivement, on va devoir régulièrement aller interroger le flux RSS pour voir s'il y a du nouveau. Voilà, c'est comme ça que marche le flux RSS. Hein. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Donc, je vais vous montrer ça. C'est quoi un pôle? C'est quoi un pôle? Poller, c'est un terme qui veut dire aller regarder s'il y a un truc nouveau tous les. Ah oui, genre rafraîchir ou. D'accord. Okay. Ouais, voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Excusez-moi, je me perds. Pardon. Donc là, oui, je te coupe. donc je suis dans Silex, ok. Je vais prendre le site Silex lui-même qu'on a fait avec Brice, qui est là. Oui. Et dans ce site Silex, en fait, je l'ai déjà fait, donc je vais vous montrer plutôt comment j'ai fait. Dans ce site Silex, je vais vouloir y mettre un module. On a un système de modules, en fait, là. Et je vais vouloir ici, j'ai fait ici un. Et donc, comme vous pouvez le voir là pour l'instant dans Silex, ça fait longtemps que c'est comme ça. On ne sait pas si on veut que ça change, mais il n'y a pas de preview vraiment du contenu. Il y a une preview en fait des éléments qui seront après remplacés par les vraies données. Voilà. Donc, on va voir comment ça fonctionne. En tout cas, j'y ai branché une data source qui me permet de récupérer toutes ces infos-là. Okay. Le problème, c'est qu'un flux RSS, déjà, il n'y a que les 10 derniers éléments. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que Silex, il prend pas en data source un flux RSS. Il prend, ici, comme vous le voyez, en data source, un GraphQL. Voilà. Donc, j'ai dû faire tout un bordel avec GraphQL
pour récupérer les postes existants et les mettre dans une base qui va après me les exposer en GraphQL. Alors, j'ai pas fini complètement. J'ai fait une première version, donc il va y avoir des trucs qui sont pas vraiment finis que je vais vous montrer. Comment on fait pour faire une API GraphQL? En fait, il faut mettre dans une base de données. Donc, on va avoir dans N8N, qui n'est pas open source, donc il faut qu'on en parle tout à l'heure, mais qui est qu'on auto-héberge, donc ça déjà c'est pas mal, mais il n'est pas open source. Et donc N8N, il permet de faire un truc comme ça, donc on va aller regarder ce que c'est tous ces nœuds. Il va en fait charger le flux RSS des 10 derniers articles. Il va regarder dans la base de données s'il faut les mettre à jour. Voilà. Et si jamais il est déjà dedans, il ne fait rien. Et si jamais il y a un nouveau poste, il l'ajoute. Voilà. Et la base dans laquelle il ajoute ça, là, c'est NocoDB. Pourquoi? Parce que moi, je pensais que NocoDB exposait les données en GraphQL et que j'allais pouvoir les charger dans Silex. Sauf que, sauf qu'en fait, non, ça marche pas. Je me suis gouré, en fait, c'est pas NocoDB que je voulais, c'était Supabase. Parce que Supabase, oui, il y a une API GraphQL qui se branche en Silex. Donc j'ai fait tout ça pour rien et au final, je vais quand même vous montrer comment ça marche et il faut refaire exactement la même chose mais avec Supabase. Ça change vraiment pas grand-chose puisque le N8N, c'est le même. Donc du coup, regardons vite fait le N8N. Tu me dis, Brice, s'il y a des questions, hein, parce que je vois pas bien. Oui. Léa, elle demande si tu as fait de ton côté. Tu peux nous dire ce que tu as fait de ton côté avec ta source de données? Ouais, tout à fait. Donc je vais vous montrer. Alors moi, j'ai une source de données qui marche, mais qui est un truc que j'ai codé en fait. Du coup, j'ai transformé l'API en data source, mais normalement, ça devrait être Supabase de l'autre côté, mais ça marchera exactement pareil. Donc, alors on peut commencer par le Silex si vous voulez, ou c'est peut-être le plus simple. C'est peut-être le plus simple. Donc là, si on part du principe que j'ai comme ça une API GraphQL, donc qui serait normalement Supabase, et en fait, du coup, là, je l'ai appelé Mastodon parce que c'est Mastodon. C'est les postes Mastodon, c'est les 10 derniers postes Mastodon. Ok, on part du principe que j'ai les 10 derniers postes Mastodon dans une API GraphQL. Et après, on va voir comment on fait pour avoir même pas les 10 derniers, d'ailleurs, tous les postes Mastodon dans une API GraphQL. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis une carte comme ça. D'accord? Alors, attends, on va aller voir. Là, ici, hop. Donc, tu as déjà fait une section. J'ai fait une section. Dedans, il y a une carte. Et dans cette carte, voilà. Et dans cette carte ici, vous voyez à droite, je grossis à mort. Hein. Normalement, l'interface de Silex, elle n'est pas aussi grossie. Dans cette carte, en bas, là, vous voyez le loop. Donc, j'ai fait une loop sur donc Mastodon. Vous voyez mon API Mastodon. Mon API Mastodon, il reconnaît qu'il y a deux éléments, channel, qui en fait contient les informations sur le flux RSS lui-même, et items, qui contient tous les items du flux RSS. Donc moi, je fais une boucle sur items. Okay. Là, j'ai utilisé un truc sample. C'est vraiment comme on veut. On n'est pas obligé de l'utiliser. Ça permet de choisir un certain nombre d'éléments au hasard parmi les éléments qui lui sont filés. Donc, si on a 2000, bon, j'exagère, mais si on a 200 postes dans Mastodon, je vais en prendre que 5, quoi, par exemple. Et je vais les prendre au hasard dedans. Bon, c'est moi qui, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 5. Voilà. Et donc, je prends 5 au hasard dans ça. Et je fais une boucle dessus. D'accord? Donc, et là, ce que j'ai sélectionné, vous voyez à gauche, c'est card square. C'est la carte, le conteneur, quoi. Voilà. Et donc, il va répéter 5 fois avec 5 éléments ce truc-là. Voilà. Dedans, j'y ai mis un texte ici, voilà, qui contient. Du coup, je récupère loop data, donc card square, qui est le truc sur lequel j'ai mis une boucle. Loop data, qui est donc l'élément de la donnée de la boucle loop data. Donc l'élément, un élément, voilà. Et dedans, on voit que ça nous propose tous les trucs qui sont pour un poste, quoi. Toutes les infos d'un poste.
Donc la description, le lien, le media content qui lui-même, si on va dessus, à l'intérieur c'est une liste, ok. Et donc si je prends par exemple le premier, first, dedans il y a la taille de l'image, le type, l'URL du média, quoi. Voilà. Mais là, moi j'ai mis ça dans HTML content du texte là que j'ai sélectionné. Donc je veux bien prendre la description. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai fait un peu pareil pour l'image. Donc, je lui ai mis une source, SRC, qui est là. Je lui ai mis une source dans l'image. J'ai été chercher. Donc, image, c'est un state. Ouais. Alors, on peut faire des states dans Silex, ici, qui sont des trucs comme des variables, quoi, qu'on réutilisera un peu partout. Il y en a un, je l'ai appelé image, vous voyez ici. Et j'ai pris loop data, toujours. Donc, mon item, mon élément. Et là, j'ai pris media content. Voilà. Qui est donc, on a vu, un tableau d'images. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé image. Bon, bref. Et là, dans source, je prends donc cette image, la première, first, donc je prends la première image que je trouve, et je prends dedans son URL. Voilà. Donc, j'ai attribué à la source de cette image que j'ai posée là sur la scène, l'URL de l'image du post. Bon. Ça peut paraître un peu lourd tout ça, mais enfin un peu compliqué, mais quand on l'a fait 2-3 fois, c'est pas compliqué. Là c'est pareil, j'ai mis là il y a une autre petite image qui est l'image de l'auteur du post, ok. Donc voilà, et puis ça c'est le lien vers le post, vers vers le compte qui a posté l'auteur en fait, le lien vers l'auteur. Voilà, donc c'est ce truc-là. Donc on va publier pour voir la tête que ça a en vrai. Et donc ça publie pas sur le site silex.me, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Et après on va vous montrer aussi comment on collabore avec Brice sur ce site. Donc là ça a publié, ça a envoyé sur GitLab. Et en particulier, donc ça me dit là, voilà, votre truc est live ici. Et donc tout en bas, voilà. J'ai mis. Donc là, vous voyez les cards qui ont été remplacés par le contenu. Tac, tac, tac. Et il y en a 5 normalement. Donc 3, 4, 5. Ouais, il y en a bien 5 qui ont été pris au hasard dans la liste. Voilà. Avec les images. OK. Est-ce que vous auriez des questions là-dessus avant que je vous montre comment j'ai créé cette API, comment on va créer l'API GraphQL? J'ai créé une API GraphQL que j'ai récupérée sur Silex. Je lui ai transmis les données. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est une bonne chose. Moi aussi. C'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans le texte que tu récupères, en fait, il copie le texte et il copie aussi les liens. Et c'est pas juste un... Ça, il copie tout le texte, quoi. Il y a tout dedans. Parce qu'en fait, le RSS de Mastodon, là, le flux RSS de Mastodon, dedans, c'est du HTML. Ok, d'accord. Voilà. Donc la data text, c'est vraiment un truc rich text, quoi. Il y a plein de choses dedans. Ouais, ça s'appelle description et dedans il y a vraiment le HTML, ouais, le contenu là avec le lien et tout. Même, je crois même qu'il y a les quelque chose. Hein. Attends. Hop. Ouais, tu vois, @silex machin, c'est un lien vers le compte quoi, hein, du truc. Voilà. Et à chaque fois que je le déroule, le build, chaque fois que je publie quoi. Il va me choisir au hasard les 5, hein, 5 différents à chaque fois. Donc c'est peut-être pas super malin d'avoir fait ça, mais c'est ce que j'ai fait. Bon, après on peut. Ah, c'est sample, c'est au hasard. Voilà, sample c'est au hasard. Slice, par contre, tu lui dis, tu vois, dans les petits paramètres ici, tu peux lui dire je veux de 0 à 5 ou à 4 ou à 6. Enfin bref, il faut tester. Et comme ça, j'aurai les 5 premiers, quoi. Les 5 plus récents. Ok. Voilà. Mais je ne vais pas faire ça, je fais undo. Moi, j'aime bien le côté aléatoire. Voilà. Parce que moi aussi, je fais des mises en prod le vendredi.
C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà. Donc il faut savoir que Silex, en fait, il est par-dessus GitLab. Donc là, quand je publie, là, je viens de relancer une publication, ce qui est totalement inutile puisque rien n'a changé, mais quand même. Et ben en fait, il envoie tout ça sur GitLab. Et GitLab, lui, il fait le build. Donc là, si je clique sur le premier lien, je vais voir le site en lui-même avec la page sur laquelle on bosse. Et si je clique sur le deuxième lien, je vais voir ce que GitLab fait pour mettre en prod. Donc ça, c'est un truc qui est marrant parce que, par exemple, dans Webflow ou même dans WeWeb, on n'a pas accès à ce truc-là, je crois pas. Et là, on voit qu'en fait, GitLab, il télécharge les fichiers, il build le site, il va récupérer les données du CMS, les données de cette nouvelle API là qu'on a mis avec les derniers, le flux RSS et tout, et puis il va construire il va construire le site et il va le mettre en ligne. Bon, en vrai, normalement, c'est rapide, mais là, aujourd'hui, il a décidé. Donc voilà, là, on voit tous les jobs que j'ai lancés, donc toutes les fois où j'ai publié, en fait. Voilà. Pourquoi je voulais vous montrer ça parce que en fait, là, voilà, moi, donc là, il a tout fait. On voit qu'il a écrit toutes les pages. Il a fait des optimes d'images. Il a transformé les images dans des formats WebP, etc. Il en a fait plusieurs versions pour les petits écrans, les grands écrans. Enfin voilà, il a processé toutes les images à fond pour optimiser. Et puis on voit dans les logs aussi normalement la liste des pages qu'il a publiées. Bah ouais, c'est quand il écrit là par exemple Writing, et c'est les pages qu'il publie. Voilà, c'est un site. Le site Silex, il est multilingue, hein, il est en français et anglais. Donc des fois on voit des /fr passer. Voilà, enfin bref. Voilà. Bon, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi je vous montre ça, mais c'est marrant. En tout cas, là, ce projet-là dans GitLab, c'est celui que j'utilise pour le site Silex. Donc, quand je sauve ou quand je publie, ça va sauver ou ça va publier ici. Voilà. Donc là, on voit, par exemple, website.json, ça contient les styles, ça contient tout ce dont j'ai besoin pour faire l'édition là dans Silex. Et puis, public, c'est une fois publié, donc c'est un site Eleventy pour les techniciens qui veulent savoir ce que c'est. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce truc-là, je le partage avec Brice pour qu'on puisse bosser dessus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un repository commun qui s'appelle, qui est sous l'organisation Silex Labs. Et on a chacun, Brice comme moi, forqué, là, le fork, là, en haut à droite, on a forqué ce projet pour l'avoir chez nous. Donc là, on voit qu'on est sur Silex Labs, qui est l'organisation, / le nom du site, Silex. Okay. Mais moi, quand je bosse sur Alex.io, donc Lexoyo, / le nom du site. Voilà. Ça, c'est chez moi. Parce qu'un fork, en fait, c'est une copie chez moi. Sauf que là, maintenant, je me dis, écoute, je vais aller dire à Brice que c'est bon, j'ai rajouté ma liste de posts. Et donc, je vais lui envoyer... je vais lui dire ajout news sur homepage. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, si ce n'est que on peut collaborer comme ça avec GitLab. C'est une utilisation hyper avancée de Silex, mais voilà, c'est quand même pas mal. Donc là, je merge, ça veut dire que je mets mes modifications, je les déverse dans l'organisation Silex Labs, silex.me. Et Brice, tu peux peut-être nous partager ton écran et nous montrer que tu vas, toi, récupérer les modifs. Ouais, je vais voir ça. Alors, attends, est-ce que je peux partager mon écran ? C'est ça. Alors, il faut que je t'enlève. Hop. Est-ce que ça marche ? Ouais. Donc là, je suis chez moi sur le projet Silex.me et en effet, j'ai Update Fork qui correspond à la mise à jour d'Alexandre. Il suffit que je clique dessus. Ça va mettre à jour. Et après, je vais retourner ici. Et là, du coup, je vais pouvoir rouvrir le fameux projet. Et dessus, il y aura sûrement les dernières mises à jour que je n'avais pas tout à l'heure. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ton petit mastodon. C'est vrai que pour ça, c'est assez cool. Ça permet aussi, du coup, de
Et sur nos persos, on a chacun un truc page qui permet du coup de voir le site, mais que des modifs que nous on fait, et ça influence pas sur la prod. C'est vrai que pour ça, c'est bien cool. Hein. Ouais. Ça marche Pas bien. mal. Donc c'est comme ça qu'on collabore. Ouais. Exact. Alors maintenant, il va falloir vous montrer comment on a réussi à avoir cette data source, en fait. Ouais, donc du coup, en amont, ouais, pour obtenir ce truc final. Voilà. Parce Là, que on a votre vu comment, thème, à partir d'une data source, on fait une carte avec tout ça. Enfin, on met en forme dans Silex pour avoir des données dynamiques dans Silex. Mais là, il faudrait voir comment on arrive à faire d'un flux RSS, qui n'est pas du tout une data source possible pour Silex, on arrive à en faire une data source grâce à N8N, enfin. oui, parce que le thème de notre truc, c'est quand même automation. Donc du coup, Ah oui. ça Et après, on verra fonctionne bien. comment on arrive à build le site dès qu'il y a un nouvel item dedans. Ah oui. Donc, là, ce qu'on a, donc, c'est un flux RSS contenant toutes ces données-là. Et ce qu'on veut, c'est une API GraphQL. Alors, donc, pour avoir ça, ce que j'ai fait là, c'est un N8N, donc qui est un équivalent, enfin bon, qui est un outil open core avec quelques features gratuites et quelques features payantes. Moi, j'ai utilisé la version gratuite qui, pour ce genre de truc, va très bien. Mais je l'ai hébergé chez moi. Je ne sais même pas si ce serait vraiment gratuit, si c'était hébergé chez eux. J'en sais rien. Enfin, moi, j'aime bien héberger les trucs chez moi sur mon serveur Green. Voilà. Et donc, ici, j'ai mis un scheduler. Donc, c'est le premier nœud. En fait, c'est un truc qui va, je vous grossis ça, qui va se lancer tous les 1 jour à minuit. Voilà. Et donc, ce step-là, il est hyper simple. C'est pour tous les jours à minuit lancer un truc. Ensuite, le deuxième nœud que j'ai branché, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre. Hein. Bah, il y a Virtual qui disait que ça serait bien qu'il y ait un flux directement dans Silex. Ouais, un flux RSS. Ouais, qu'on puisse lire les flux RSS ou les API aussi REST. Quoi. Mais pour l'instant, c'est que GraphQL. Ouais. Bon, en même temps, c'est marrant. Parce que, alors, l'avantage, c'est que là, du coup, je vais avoir dans ma base de données tous les éléments, tous les posts Mastodon, voilà, depuis le moment où j'ai lancé mon script. Qui se déroule tous les jours. Parce que vous allez voir, il stocke, il ajoute à chaque fois et il garde dans la base de données tous les éléments. Donc c'est l'avantage par rapport au flux RSS qui serait que les 10 derniers. Mais en même temps, vu que c'est pour les afficher sur le site là, comme on fait là, bon, ça suffirait les 10 derniers en vrai. Ouais, donc ce serait bien. Mais bon, pour le fun, voilà. Donc là, j'ai posé un nœud qui est un nœud NoCoDB. Donc, si on voulait vraiment bien faire, j'ai vraiment merdé de partir sur NoCoDB. En fait, c'était Supabase qu'il me fallait. Mais ça marche exactement pareil. Il y a un nœud Supabase. Là, si vous allez dans le petit plus ici et que vous tapez Supabase, il y a aussi un nœud Supabase. Moi, j'ai posé un nœud NoCoDB comme un nœud. Voilà. Et ici, mon nœud NoCoDB, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher dans ma base NoCoDB. Donc, je lui dis, ici, je lui ai donné un accès avec un token, c'est hyper simple. Je lui dis d'aller chercher autant de rows, c'est-à-dire autant de récupérer tout, get, many, mais je pourrais faire, si je fais delete, ça va tout effacer, si je fais get, ça va en choper qu'un seul, et il faut que je donne son ID, update pour mettre à jour, etc. Enfin voilà, donc c'est un nœud NoCoDB, et ici je lui dis le nom de ma base de données, donc qui correspond à ici SilexDB, d'accord, vous voyez, j'ai une base de données SilexDB, et j'ai une table RSS feeds ici. Donc, je lui ai dit le nom SilexDB, RSS feed la table. OK. Et là, je lui dis d'aller donc récupérer tous les éléments qui ont dans cette view. Donc là, ici, j'ai créé une view. Voilà. Et là, j'ai mis mes deux flux RSS que j'ai envie d'aller. Parce que c'est ça qui est marrant dans ce que j'ai fait aussi, oui, pour répondre aussi à Virtual Code, c'est que oui, il faut le proposer dans la roadmap carrément. Mais là, l'avantage par rapport à juste un flux RSS normal, c'est que je vais pouvoir mixer plusieurs flux RSS et les ordonner. Tu vois, on va pouvoir avoir un peu de Mastodon, un peu de là, l'EMI, le nouveau truc, puis d'autres flux RSS si j'ai envie là-dedans. Donc, du coup, je me suis fait une table où j'ai listé les flux RSS et c'est ce que récupère ce nœud-là.
donc c'est hyper simple, je lui donne le nom d'une vue et vous voyez à droite, vous voyez, il a récupéré les deux entrées que j'ai dans ma vue. Voilà, ici. Donc voilà, donc c'est mon nœud. Après mon nœud, il prend une HTTP request qui va lire il a récupéré, vous voyez ici, le nœud précédent qui s'appelle getRSSFeed, il récupère les flux RSS. Donc dans URL, vous voyez qu'il y a l'URL du flux RSS. Et ben ici, je le drague. Vous voyez, hop, pardon, j'ai appuyé sur Escape, autant pour moi. Je le drague. En fait, je vais effacer ça pour que vous voyez la gueule que ça. À l'origine, ça a cette gueule-là. Mais moi, ce que je veux, c'est je vais prendre le flux RSS, URL, je drague, je drop dans URL. Voilà, je drague, je drop dans URL. Voilà. Et là, j'ai une petite formule qui vient se coller, d'accord, et qui va contenir pour chaque élément de ma table ici, qui va contenir le champ URL. Donc, il va aller faire une requête HTTP avec la bonne URL et récupérer en fait, ce qu'on voit à droite, il va récupérer le XMS, c'est-à-dire le flux RSS, quoi. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer hyper dans les détails, mais en gros, je préférais ma formule d'avant. Mais voilà, c'est ça, c'est la même chose. Et donc, voilà, j'ai mis des options un peu au cas où, mais je ne sais pas, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, le nœud suivant, c'est, donc j'ai fait une requête HTTP, ça me retourne deux flux RSS, okay, donc deux éléments, chacun, ils ont un attribut data avec le flux RSS dedans. Bah là, j'ai un nœud qui s'appelle RSS read. Alors, c'est un nœud, quand vous faites plus, en fait, ça vous met tous les trucs, vous pouvez taper, par exemple, RSS. Voilà, il y a un nœud qui s'appelle RSS read. Donc, du coup, j'ai mis ce nœud-là. Il va lire le flux RSS qui arrive à gauche, et à droite, il va sortir il va sortir un truc, je peux afficher peut-être plutôt comme ça. Pour chaque flux RSS, il va afficher tout ce qu'il y a dedans, donc le channel, les items. À gauche, il y a en fait une grande chaîne de caractères avec tout le bordel en XML du flux RSS. À droite, il y a chaque élément qui sera après accessible dans les autres nœuds. Voilà, il parse en fait. Le nœud suivant, alors là, on rentre dans une boucle en fait. Le nœud suivant, je vais dire, OK, chacun de mes deux flux RSS, il contient un tableau, d'accord, d'items ici. Vous voyez, il y a item 0, item 1, item 2. Et à chaque fois, il y a ce qui nous intéresse, donc le texte, la date de publication, le lien vers le post, etc. Et avec ce nœud split out, je vais pouvoir lui dire, en fait, je veux que au lieu d'avoir deux flux RSS, je veux avoir en fait tous les éléments un par un. Donc, il va split mon flux RSS en item 0, item 1, item 2. Et vous voyez ça à droite. À gauche, il y a deux items en entrée, qui sont les deux flux RSS. À droite, il y a 23 items en sortie, qui sont tous les postes de chaque flux RSS. Donc, si dans le premier, il y en avait 10 et dans le deuxième, il y en avait 13, et là, j'ai 23 items. Voilà. Vous les voyez ici. Il affichera que les items, il vire tout le reste, quoi. Voilà, il vire le reste, par contre. Ouais. Ok. Voilà. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez tous les postes qui sont là à droite. Voilà. Et ensuite, ce que je voulais faire, donc ensuite, j'ai fait une boucle. Une boucle sur chacun des items. Et pour chacun des items, je vais d'une part demander à NoCoDB, est-ce qu'il est dedans, déjà dans la base? S'il est déjà dans la base, je vais l'ignorer. S'il n'est pas dans la base, je vais l'ajouter. Voilà. Donc, c'est ce que fait cette petite boucle ici. Donc, loop. Ça va écrire dans une base NoCoDB. Voilà, ça lit dans une base NoCoDB, dans une table NoCoDB qui est ici, mes deux flux RSS, et ça écrit dans une autre table NoCoDB qui est ici, l'ensemble de mes postes de chaque flux RSS que je vais pouvoir ordonner par pub date, par exemple par date, etc. Voilà. Donc, je fais une boucle sur les 23 items, donc qui sont un mix de mes deux flux RSS. Et pour chacun, voilà, je vais faire un get many, vous voyez. Donc, j'ai toujours indiqué que c'est dans ma base de données machin. Et là, je lui dis par contre, c'est dans la table, une autre table que j'ai appelée from RSS, c'est-à-dire, je pourrais l'appeler RSS items, quoi. C'est les éléments de mes flux RSS. Et donc là, il va lire dedans, d'accord.
pour voir si l'élément existe ou pas. Et on va merge comme information, c'est-à-dire on va mixer comme information l'élément en question sur lequel, l'élément en question, quoi, on fait une boucle sur tous les éléments du flux, des deux flux RSS. Et ben on va garder ces informations et on va le mixer avec ce qui vient de NocoDB. Donc si jamais il le trouve pas dans NocoDB, il y aura que le flux RSS là à ce niveau-là. Bon, on va l'ouvrir, on va voir. Donc voilà. Et alors que s'il le trouve, il y aura non seulement les informations du flux RSS, mais il y aura aussi les informations qui viennent de NocoDB. Et ça va nous permettre de filtrer. Voilà. Donc là, on a, par exemple, là, on a un poste donc, qui n'était a priori pas dans NocoDB, sinon on verrait les informations de NocoDB qui sont un ID, qui sont, par exemple, moi je l'ai mis ici, j'ai mis isInDB, j'ai mis une valeur ici qui est toujours vraie et que du coup je vais retrouver dans mes trucs, mais en fait ça sert à rien, vous allez voir par la suite qu'on n'en a pas besoin. Donc ici, ça boucle là-dessus, et à la fin de cette boucle, quand il a traité les 23 items, on se retrouve avec 23 items qui sont les mêmes qu'avant, si jamais ils n'étaient pas dans la base de données. Et si jamais ils sont dans la base de données, ceux qui sont dans la base de données, ils sont les mêmes qu'avant, mais avec en plus des informations qui viennent de la base de données. D'accord ? Donc ici, à la sortie de la boucle, on va traiter ces 23 items. Ah, voilà, et on va dire, si jamais il a cet attribut created at, on sait que c'est qu'il était déjà dans la base de données. Parce que il n'y a que dans NocoDB, le created at, il n'est pas dans les flux RSS. Il est dans les champs. Vous voyez, si on fait afficher tous les champs, System Fields, il a un truc created at qui est la date de création dans la base de données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Bon. Moi, je pense que tout le monde a compris. Et donc voilà, donc du coup, on dit si jamais on garde les éléments que les éléments qui n'ont pas ce created at. Voilà. Does not exist. Donc ils ne l'ont pas. Et les autres, on les dégage. Voilà. Donc là, de 23 items, là, la fois où j'ai fait tourner ce script, il n'y avait rien en base de données, donc il y avait 23 items en entrée du filtre et en sortie du filtre, il les a tous gardés. Et après, j'ai fait, du coup, avec ceux qui restent, je fais un create, une opération create, toujours sur ma base de données, sur la table RSS, celle-là. Je fais un create et je lui donne les catégories, donc chacune des colonnes, tu vois, catégories. Alors attends, je vais pas montrer tous les champs, voilà, je soit plus clair. Donc description, catégorie, date de publication du post, etc. Voilà, donc on les voit là, title, description, et à chaque fois, je prends, je drague l'attribut de gauche qui m'intéresse et je le drop dans la valeur du truc que je veux. Voilà. Et à la fin, il sort un enregistrement dans la base de données. Et ça, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Ah si. Et à la fin, une fois qu'il a fait les 23 items, ah oui, non, c'est un peu con là ce que j'ai fait. Du coup, il va appeler un hook, qui est un hook GitLab, et qui va, si jamais il y a eu des éléments, si jamais il n'y a pas d'éléments, il s'arrête en fait. On va regarder, il s'arrête. Après filter, il voit qu'il y a 0. Du coup, il lance pas les deux autres nœuds. Du coup, il fait pas l'appel à GitLab. Et du coup, le site n'est pas rebuild. Mais là, il va être build de nouveau si jamais il y a des éléments. Donc, ça appelle GitLab, en fait. C'est une URL que me donne GitLab. Là, c'est mon... alors, je vais sur le projet GitLab principal, celui qui est mis en ligne, vraiment. Comment dire ? Je sais pas comment dire. Attends, c'est silexlab / le nom du site, là, voilà. Ici. Donc, dans les settings, j'ai un peu galéré, j'ai un peu cherché, donc faut vraiment chercher. Mais dans les settings ici, du site, dans CI/CD, qui est en fait tout le système de build, là, on a un truc qui s'appelle Pipeline Trigger Tokens. J'en ai créé un, Add Token, vous voyez, il est là. Et là, il y a des instructions qui m'expliquent, tu as une URL ici, et tu remplaces, tu mets le token ici, et ça va lancer un build. Si tu appelles ce truc-là, ça lance un build. Du coup, là,
quand j'arrive à la fin, que si j'ai encore des items, si j'ai des nouveaux éléments en fait dans un de mes flux RSS, et ben ça va rebuild le site. Ça c'est cool. Ça c'est grâce à GitLab. Voilà. On n'a rien eu à développer. Du coup, oui, ça le rebuild, mais qu'une fois à minuit, c'est ça ou tout Une fois à minuit, ouais. Ok, donc ça évite que si tu as 3 posts dans une journée, tu ne vas pas lancer 3 fois le. Voilà. Mais on pourrait le faire toutes les 2-3 minutes. C'est hyper rapide à build le site. Mais là, pour un flux RSS, on n'a pas trop d'intérêt à faire ça. Mais si on le lançait toutes les minutes, par exemple, toutes les minutes, il rebuild si jamais il y a du nouveau. Et si jamais il n'y a pas de nouveau, il ne fait rien. Ça consomme un peu d'énergie, hein. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Et du coup, voilà. Et là, je vais vous le faire tourner, mon flow. Ah oui, c'est clair. Moi, je veux juste voir comment tu fais la petite encoche dans NoCoDB pour dire que le truc, il est bien. J'ai vu dans NoCoDB. Non, dans ton NoCoDB, dans ton tableau, j'ai vu que tu avais mis des petites encoches. Ça, là? C'est ça? Ouais, en fait, elle sert à rien, cette colonne-là, en vrai. Je vais l'effacer. Ouais, non, en fait, j'ai utilisé, pour savoir qu'un élément était dans la base de données, j'ai utilisé created, je sais pas quoi, created date, parce que c'est un truc qui est ajouté automatiquement quand tu crées un nouvel élément, il stocke la date de création, quoi. Yes. Ok. C'est pas la même chose que publication de date, pub date, là, il est dans le flux RSS, il te dit à quelle date a été publié l'article. Ce qui n'est pas pareil que la date à laquelle tu l'ajoutes dans ta base de données, forcément. Donc là, je vais vous lancer mon workflow. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, il a été lancé. Je l'ai lancé à la main. Normalement, il est lancé. Ah, il y a 3 nouveaux items. Je ne savais même pas. Je pensais qu'il allait écrire 0, mais il y a 3 nouveaux items. Alors, on va aller regarder ce qui s'est passé exactement. Donc ici, il a récupéré mes 2 flux RSS comme toujours. Il les a splittés. Il a fait une boucle. Mais là, ici, dans Merge, on voit que pour certains éléments, comment on peut voir? Je crois que si je mets sous forme de table, là, il m'affiche voilà, il m'affiche tous les éléments. Donc, si par exemple, cet élément-là, je prends un élément au hasard. Est-ce qu'il a non, il n'a pas, par exemple, creation date. Donc, celui-là, il n'était pas dans la base de données. Mais peut-être que le dernier, oui, c'est ça, il n'était pas dans la base de données. Mais il y en a d'autres qui doivent être dans la base. Non, pardon, je regarde à gauche. Si, oui, c'est ça. Created date. Celui-là, il a created date quelque part. Ça veut dire qu'il était dans la base de données. Voilà, created date. Donc celui-là, il était dans la base de données. Parce qu'en fait, il me l'a trouvé ici. Tu vois, dans mon nœud NoCoDB, à gauche, il y a le flux RSS. Et ce qui fait une recherche sur est-ce qu'il est déjà dans la base. Et là, à droite, il y a quelque chose qui est retourné. Ça veut dire oui, il est bien dans la base. Sinon, ça ne retourne rien. Et donc, mon filtre, il a filtré. En entrée, j'ai 25 éléments. En sortie, j'en ai que 3. Et c'est des nouveaux éléments. Cool, et ici, mon fil d'ajout, 3 fois, il a ajouté un truc. Donc, on va aller voir dans NoCoDB. Vous voyez, là, j'en ai 23 des éléments. Si je rafraîchis, je devrais en avoir 26. Pour ceux qui ont suivi. Effectivement, j'en ai 26. Voilà. Parce qu'il y a eu des nouveaux éléments, quoi. Voilà. Et un truc aussi, c'est que du coup, il a dû me lancer un job qui a dû rebuild le site. Alors, ça a été 43 secondes, donc on n'a pas eu le temps de le voir démarrer parce que j'ai été trop lent. Mais 43 secondes. Il y a 43 secondes, il a lancé un build et donc il a rebuild le site Silex. Et donc, on va aller voir sur silex.me. Et ici, mais on ne prend que 5 éléments au hasard. Bravo. T'as tout pété. C'est pas terrible. Hein. Il a mis sur. Bon, c'est en prod. C'est pas terrible, c'est assez vide. C'est vide. On va pouvoir peut-être débugger ou peut-être que c'est pas le moment. Mais voilà. Peut-être qu'il y a des éléments vides aussi qu'on prend. Bon, je sais pas, il faudra débugger. Ou peut-être dans le silex, tu avais dû modifier ouais, j'avais dû faire un peu des conneries. Ici, là, probablement. Ou peut-être que... Bon, enfin bref, on va pas commencer à débugger là maintenant. Mais c'est
peut-être mon sample, j'ai peut-être fait. Ah, j'ai pas mis de count là. Oh, le couillon. Oh, le couillon. Je vous ai montré, je l'ai effacé, je l'ai remis, je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai effacé. Et, voilà. Bon. Et du coup, je pense que ça doit être juste ça. Mais bon, en même temps, ouais, je sais pas trop ce que ça a fait du coup quand il n'y a pas de. Bon. Je vais publier. Et puis je vais merge du coup. Et puis voilà. Enfin bref, je ferai ça juste après l'émission pour pas qu'il y ait quand même un truc crado comme ça sur le truc. Et là, ça c'est ma version à moi. C'est ce que Silex me donne là quand je vais sur ici voir le site. Et ben non, c'est vide aussi. Donc il faut que je débug. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû. Ça marchait, mais ça marche plus. C'est que ça prouve que c'est toi qui as bien. Puis il y en a que 4 alors que j'ai mis que c'était 5 au hasard. Bon. Je sais pas trop. Non, mais en fait, tout est vide. Du coup, il affiche les trucs de base. Ouais. Parce qu'il ne doit pas y avoir de conditions pour dire quand c'est vide, ça ne s'affiche pas. Ouais, mais regarde l'image, celle-là, là, par exemple, tu vois, il va chercher quand même. Ouais, il n'y a pas de. Ben, ouais, je sais pas trop. Ouais. Bon. Est-ce que ça a été déployé sans erreur? Bon, on va pas débugger là, si? Non. On va attendre les questions de tout le monde. 5 minutes. Et en tout cas, c'est vrai que c'est l'interface de N8N, c'est vrai que c'est cool de voir. Tu peux bien suivre tout ce qui se passe quoi, visuellement. C'est vrai que c'est assez sympa de. Ouais, c'est top. Hein. Tu as un truc avec exécution ici où tu peux voir toutes les exécutions qu'il y a eu. Voilà. Et à chaque fois, tu peux aller voir tout ce qui a été fait. Quoi. Tu vois, tu cliques sur un nœud. Alors, tu peux pas modifier. C'est un truc en lecture seule. Quoi. C'est un historique de ce qui s'est passé. Mais tu vois toutes les entrées de chaque nœud, toutes les sorties et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce serait vraiment open source. Je serais vraiment fan. Et pourquoi tu voulais utiliser Supabase par rapport à N8N? Tu disais, N8N, ça marche. Tu peux pas. Alors, non, en vrai, ce serait. Voilà, Supabase à la place de NoCoDB. Pourquoi? Parce que ça fait exactement la même chose. Hein. Sauf qu'il y a une API GraphQL dans Supabase. J'ai confondu les deux outils en fait. NoCoDB, il n'y a pas d'API GraphQL et Supabase, il y a une API GraphQL. Et du coup, tu voulais intégrer NoCoDB dans Silex, c'est ça? Ouais, moi je pensais que j'allais, tu vois, prendre la clé d'API, faire une nouvelle data source tout bêtement, tu vois, et là ici mettre mon NoCoDB. Et en fait, j'ai commencé à chercher où était l'API NoCoDB. Je me suis dit, je voyais pas de GraphQL. Et puis après, je me suis renseigné et j'ai vu qu'il n'y a pas de GraphQL là-dedans. Voilà. Alors que par contre, on l'a montré. Alors Supabase, dans la documentation Silex, il y a un. Je suis trop con parce que c'est dans la documentation Silex, il y a un truc Supabase, il me semble, que j'ai fait moi d'ailleurs. Pim poum poum. Voilà, Supabase intégration. Donc tu vois dans Supabase en fait, alors là c'est comment on se log dans Supabase, on s'en fout, mais tu vois ici il te dit, on voit pas très bien, mais il y a écrit API, et là il te file la clé d'API que tu dois renseigner dans Silex. Tu vois, ça c'est Supabase. Et moi je m'attendais à voir ça dans NoCoDB, mais il n'y a pas ça dans NoCoDB. Je m'en suis trompé. Et donc voilà. Et donc, j'ai dû faire tout ça pour rien. Enfin, pas tout ça pour rien, parce que je vais juste changer les nœuds, NoCoDB en Supabase. Et voilà. Ouais. Okay. Et toi, du coup, tu as fait un truc en code pour avoir GraphQL Alors, ouais, du coup, comme je voulais pouvoir vous montrer quelque chose, j'ai fait un truc en code, ouais, pour aller, tu vois, chercher ça que j'héberge quelque part là, pour aller quand même avoir une API GraphQL avec des infos dedans. Quoi. Voilà. Mais c'est pas mal aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est, tu vois, j'adore GitLab. Alors, GitLab, c'est pareil, GitLab, c'est pas tout à fait open source. Enfin, bon,
on peut avoir beaucoup plus que c'est pas une start-up américaine récente comme N8N, donc on a quand même plus confiance dans le fait qu'ils vont garder les features open source, ils vont les laisser open source, mais ça reste de l'open core, quoi. Donc c'est pas idéal, mais voilà. Là, pour Silex, c'est ce qui permet de ne pas payer l'hébergement, de tout mettre en ligne hyper facilement et tout. Il y a d'autres moyens de le faire, mais qui sont vu le volume d'utilisateurs qu'on a dans Silex, je ne pouvais pas me brancher sur un truc où il n'y a que des bénévoles qui maintiennent, etc. Mais ça viendra sûrement. Mais il y a des équivalents de GitLab qui sont vraiment libres et qui sont vraiment bien, qui font exactement la même chose. Mais en tout cas, GitLab, c'est quand même cool. Pour l'instant, en tout cas, ça va. Il y a une feature request qui dit sortir de GitLab et aller sur un truc vraiment libre. Mais dans GitLab, ce qui est bien, c'est que tu as aussi en plus, ici, tu vois, tu as un nœud GitLab, si tu veux. Donc, tu peux aller repérer que, par exemple, quelqu'un a publié dans Silex. Ça va donc, du coup, publier sur GitLab. Et donc, dans N8N, tu peux lui dire, je veux faire une action quand il y a quand quelqu'un a poussé en fait à créer un fichier par exemple ou voilà, non, en fait c'est là qui sont les triggers, voilà, sur les commits par exemple. Donc ça c'est quand quelqu'un a fait un tag par exemple. Donc quand tu publies, Silex il crée des tags, tu vois, ici. Et voilà, il crée des tags et du coup tu peux le repérer là-dedans et ça va lancer une série d'actions. J'en sais rien, moi tu peux envoyer des mails ou bien tu peux déclencher, par exemple, une fois que ça a été mis en ligne, tu pourrais déclencher avec N8N un test pour voir si tu respectes bien, je sais pas quel truc, le W3C, ou savoir calculer ton score page speed, ou regarder si tu respectes bien l'accessibilité, j'en sais rien, tu vois. Ou détecter si tu as ton job qui est cassé, et afficher mettre dans un tableau, ou je sais pas, voir tous tes sites et voir. Ouais, ou envoyer un mail à ton client, par exemple, pour dire là, le build, il est fail. Parce que quand ici, dans mon CMS, j'édite du contenu, c'est vrai que si je fais vraiment de la merde, je peux casser le build. C'est-à-dire là, si je mets, par exemple, je mets dans un article de blog une image cassée, je mets une image et puis en fait, finalement, elle est plus en ligne. Quand je vais publier, donc je fais par exemple dans un rich text ici, si par exemple cette image-là, elle est plus en ligne, elle est plus, voilà, elle est cassée, un lien cassé. Quand je vais publier dans GitLab, il va essayer de l'optimiser et puis de toute façon, il va voir que l'image n'existe pas. On ne met pas en ligne un site avec une image cassée, donc le build va péter, quoi. Donc il va mettre une erreur. Attends, c'est où? C'est dans Jobs. Il va mettre une erreur ici, comme il y a eu, par exemple, là j'ai un exemple. Dans tous les builds ont réussi, mais enfin, des fois, il y a des erreurs. Et dans ces cas-là, si ton build a fail, effectivement, tu peux aller envoyer, grâce à N8N, envoyer un mail qui dit attention, votre build a fail, parce que les gens, ils vont pas, quand j'édite dans mon CMS que je fais save, je vais pas aller regarder dans GitLab si le build il a réussi, s'il a fail. Je vais juste aller regarder, je vais attendre une minute, et puis je vais aller regarder en ligne sur mon site si ce que j'ai fait est bien passé. Bon, pour m'apercevoir que pas du tout, mais voilà. On pourrait effectivement envoyer un mail. Ça, d'ailleurs, on devrait faire ça en fait, Brice, je pense. Au moins pour les clients Internet 2000, c'est vrai que ce serait un truc. Après, dans GitLab, il y a une option qui te notifie quand il y a des fails, mais je crois. Ah ouais, d'accord. Dans GitLab, tu peux lui dire envoie-moi un mail quand ça fail. Ouais, dans ton profil, tu as des notifications sur tous tes sites. Ce que tu pourrais faire, c'est quand le build il fail, d'accord, tu pourrais aller dans N8N, tu le captes, tu vas lire les logs avec N8N, parce que je pense que tu dois pouvoir y accéder, tu les passes dans une intelligence artificielle, dans un chat GPT, et tu l'envoies par mail à ton client pour lui expliquer pourquoi le build a pété. Ouais. Ça, c'est ultime. Mais bon, voilà. Ouais. Et puis ça pourrait être bien aussi d'avoir un tableau avec le résumé de tous tes trucs, peut-être l'activité des fails d'un site ou des erreurs qui sont arrivées, avoir un petit résumé du coup, bien propre. Ouais,
un truc comme ça, quoi, mais qui soit pas sur GitLab, quoi, que tu puisses l'envoyer à ton client. Ouais, ou avec NVTen, tu peux faire des merges de plein de. Là, par exemple, c'est un truc qui merge deux, enfin, qui prend deux flux RSS et qui en fait une table. Mais ça pourrait être d'autres choses que des flux RSS, tu vois, qui sont dans la table. On pourrait aller chercher d'autres trucs, justement des builds, je sais pas quoi, dans GitLab ou dans d'autres sources de données. Par exemple, dans les posts de blog. Voilà. Carrément. Voilà. Bah écoutez. Hein. Ah bah il est même. Il est l'heure. Un petit peu l'heure. Il est l'heure. En effet. Bah, oui. Merci bien pour cette belle démo. Je vais peut-être juste remettre. On avait des infos affichées, je crois, toujours les liens utiles, mais tu en as déjà un peu parlé. D'ailleurs, cette liste, il faudrait que je remette du coup le lien que tu nous avais fourni tout à l'heure. Ouais, ok. Sur les news Silex, c'est ça? C'était ça pour. Je voulais... Je sais pas s'il y est. Je pense pas. Okay. Voilà. Je sais pas Moi, si je voulais afficher les events de No Code France pour dire quelle est la prochaine émission, mais à chaque fois, je galère pour le trouver. Je suis trop nul. À chaque fois, je galère. C'est pareil. Putain. Chaque émission, c'est pareil. Je sais que je l'ai quelque part, mais je sais pas où. Voilà, bref. Bah, suivez le comment dire, le Twitch de No Code France, et puis voilà. Hein. Ouais, voilà. Je dois l'avoir. C'est quoi? C'est l'agenda, c'est ça? Savoir ce qu'il y a, le prochain event? Ouais, l'agenda, ouais. Oui, on l'a. Ah, on l'a. Calendrier. Eh ben voilà. Moi je l'affiche et toi tu le mets dans. C'est l'émission WeWeb lundi à 13h. Tout à fait. Lundi 13h. Émission WeWeb. Bah ouais, WeWeb qui fait plein d'émissions et franchement, c'est un bel outil quoi. Voilà. Il y a un replay d'ailleurs WeWeb comparé à Silex qui était vraiment cool qu'on a fait. Donc sur video.silex.me pour ceux qui veulent continuer la vidéo. Yes. Voilà. Et en attendant, écoutez. Hein. Voilà, oui. Continuez à faire des choses libres et intéressantes. Ça marche. Eh bien voilà, c'est terminé. Je vais lancer la vidéo de fin. C'est cool. À bientôt. À tous. Dans un mois. Plus. Ouais. Ciao.